Aussi bien il y a 20 ans qu'aujourd'hui, on a besoin de haies champêtres, à condition de les réfléchir de façon intelligente par rapport au système de production. Donc qu'on soit en vigne, en céréales, en arbo, en maraîchage, en élevage. Certaines haies vont avoir des bénéfices évidents par rapport au système de production. Et dans un contexte de changement climatique, donc plus de vent, plus de chaud, mais toujours du froid, plus d'aléas climatiques par rapport à l'eau, donc une pluviométrie irrégulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les études montrent que vous plantez une haie brise-vent, il y a nécessairement une augmentation de rendement derrière, et plus l'aléa climatique est là, plus en fait on a des gains derrière. Donc le brise-vent, juste pour un petit rappel, les haies brise-vent, c'est pas les haies, faut pas trop utiliser de tout ce qu'on voit, les haies de cyprès, de thuya ou autres, c'est des mauvais brise-vent. Au niveau du calcul de l'impact sur les cultures, c'est à peu près, là ça peut être de 10 à 20 fois, mais 12 fois c'est souvent le chiffre quand on doit sortir un chiffre, c'est 12 fois la hauteur, qui a vraiment une diminution de l'impact du vent. Alors une haie favorable à la biodiversité, on va chercher une diversité d'espèces. Et on va mélanger des espèces dites pionnières avec des espèces plutôt durables. Par exemple, le charme et le noisetier, ils vont être là pour des siècles derrière. Par contre, le sureau, il est très rapide, il va pousser vite, le prunelier aussi. Donc on va mélanger des espèces qui poussent vite et donc pionnières, de lumière, qui vont rapidement occuper l'espace, qui sont souvent très attractives en insectes. Et on va mettre des espèces qui plus tard vont prendre la suite et qui seront définitives. Donc la biodiversité avec beaucoup d'espèces, c'est valable les premières années, pendant 15-20 ans, puis après ça va se simplifier avec les espèces qui vont rester là pour très longtemps. Mais pour amener un maximum de diversité, effectivement beaucoup d'espèces, mais en ayant conscience que ça va changer dans le temps. Ensuite, sur le choix des espèces, du végétal local, de nouveau, parce que les dates de floraison concordent avec les besoins de la faune locale. Donc pour accueillir un maximum de diversité, il faut que le pollen soit avec le moment où tel ou tel insecte a besoin du pollen de cette plante-là. Et si ce n'est pas du végétal local, on prend le risque qu'il y ait un décalage. Donc ça compte beaucoup. Ensuite, en haie biodiversité, vous pouvez tout de suite transformer la petite haie qui est jeune à une haie un peu de triche, c'est-à-dire qu'on aurait déjà des cavités en mettant des nichoirs, des poteaux avec des nichoirs, des gîtes à chauves-souris qui effectivement rappellent la vieille haie avec du bois mort, avec des cavités, etc. Bien raisonner à quel endroit on les met. Une tous les 100 mètres maximum, ça suffit largement. Tous les 50 mètres, c'est bien aussi, mais tous les 100 mètres, c'est le top. Mais je ne fais pas une haie pour la biodive, on la soit toujours avec un système de production et une logique agricole. C'est plus difficile qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on faisait un bon travail du sol et un bon paillage, ça suffisait. Aujourd'hui, si on ne se donne pas les moyens de vraiment planter comme il faut, donc ce qui veut dire un travail du sol profond, donc un décompactage, un travail du sol ensuite superficiel, un paillage de qualité qu'on va suivre pendant au moins 3 années et de plus en plus malheureusement la nécessité d'arroser. Et ça c'est clairement un résultat de 4 années de suivi récent, on n'a pas le choix, il faut arroser maintenant. Ce qui ne veut pas dire arroser toutes les semaines comme on va arroser des carottes ou des légumes, c'est arroser une fois par mois, mais beaucoup, en quantité, pour mouiller un grand volume de terre qui a été préalablement bien décompacté. Aujourd'hui, ça c'est vraiment un des points de réussite. Deuxième point de réussite, le plan. D'où il vient, donc son origine génétique, d'où vient la graine, et deuxièmement, comment il a été éduqué en pépinière. On s'est rendu compte que l'aspect génétique est absolument essentiel. On veut des graines issues de territoires acclimatés, et si possible, issues de récoltes sur des zones déjà plus séchantes, plus ventées, plus froides. Sur un territoire, entre le bord de rivière et le coteau sec, il vaut mieux aller récolter sur le coteau sec. Ça fait des siècles que les végétaux se battent sur ce coteau sec pour résister à des conditions difficiles. Donc on va travailler sur un travail génétique, donc de choix de graines issues de semenciers vraiment dans des conditions difficiles. Et deuxièmement, technique pépinière. Alors nous, on y travaille de plus en plus avec les pépiniéristes. Un jeune plant qui est trop chouchouté dans son début de vie, c'est-à-dire beaucoup d'eau, voire de l'engrais. Donc par exemple le plant godet est beaucoup plus vulnérable à la reprise qu'un arbre qui a été mis dans de la pleine terre et pas trop arrosé. Et ça c'est vraiment important parce que sur une capacité à développer des mycorhizes, à reprendre beaucoup plus facilement, nous on est capable de passer sur une année de sécheresse de 30% de réussite à quasiment 90% de réussite par la technique pépinière et la génétique des arbres. Donc nous aujourd'hui c'est pas compliqué, on veut des pépiniéristes qui soient capables d'entendre nos exigences, on est prêt à payer plus,
mais on veut cette qualité, donc la génétique, la technique pépinière et donc des arbres beaucoup plus résilients sur le long terme. Donc en fait, pour une même génétique, pour le même arbre qui naît, on va dire un chêne, si les conditions sont très favorables, son idéal ça va être 20 mètres de haut. S'il naît dans des conditions très difficiles, il va immédiatement chercher des mycorhizes et son modèle il sera beaucoup moins haut, il sera de 15 mètres de haut. Mais il va pousser beaucoup moins vite, mais il va beaucoup mieux s'adapter. Et donc, a priori, et c'est prouvé par les études scientifiques en forêt, l'éducation à la dure pendant les 2 premières années de la vie d'un jeune arbre, issu du semis, va lui permettre de résister à vie, beaucoup mieux. Pour concevoir son projet, il faut avoir une réflexion d'ensemble. On ne plante pas juste une haie, on plante une haie en cohérence avec son système de production. Donc on commence à identifier les facteurs limitants de la production. Est-ce le vent? Mais lequel? Quelle orientation? Nord, sud, sud-ouest, voire parfois est. Est-ce que j'ai des problèmes d'érosion de sol? Est-ce que j'ai des problèmes de dérive par rapport à des voisins? Est-ce que j'ai un problème de lutte auxiliaire que je souhaite renforcer? Une fois qu'on a bien identifié les rôles, on va du coup décider du type de haie qu'on va planter, haie basse, haie haute et moyenne. Ça va dépendre la surface à protéger et son système de production. Ensuite, il faut choisir les essences en ayant parfaitement conscience aussi de l'emprise qu'on doit lui donner. Très souvent, on pense que la haie, je la plante le plus proche possible de la clôture du voisin et elle ne va pas faire beaucoup de place. Si une haie qu'on veut laisser en croissance libre va prendre de la place, il faut vite avoir conscience qu'elle peut faire 3 mètres. Si je veux moins de 3 mètres, je serai obligé de la tailler régulièrement, ce qui est tout à fait possible. Donc dans les zones contraintes, on peut l'envisager, mais il faut l'avoir en tête. Et ensuite, il faut choisir les essences en fonction des conditions pédoclimatiques. Donc il faut connaître son sol. Il faut être capable de dire s'il est séchant et quand. Il faut savoir dire s'il y a de l'hydromorphie en profondeur, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des poches d'eau et à quelle profondeur elles stagnent. Et ensuite, il faut choisir les essences en fonction du climat et ne pas se tromper là-dessus. On est très souvent à faire des copier-coller, mais des copier-coller entre un haut de parcelle et un bas de parcelle, on ne met pas les mêmes essences. Donc bien les connaître. Voilà, mais sinon après, en étant très clair sur ses objectifs et sur le contexte pédoclimatique, c'est rare qu'on fasse d'erreurs. Puis dans le pire des cas, on met plusieurs essences, donc s'il y en a une qui ne marche pas, c'est pas trop grave. Ah oui, c'est